Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Carte de visite. Carte de visite qui sort pour ce numéro des studios pour aller sur le terrain. Nous sommes actuellement à Godomain, dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous allons à la rencontre d'un dignitaire du culte endogène, Monsieur David Kofi Aza. C'est lui qui nous accueille chez lui pour parler du Bochio. Vous le savez, parmi les 26 éléments royaux retournés au Bénin il y a à peu près un mois, figurent justement les Bochio, ces statues qui révèlent en tout cas la beauté artistique de ceux qui les ont sculptés. On ira découvrir avec notre dignitaire de culte endogène à quoi est-ce que cela sert, si tout ce qu'il y avait comme statue était du Bochio, et fondamentalement comment est-ce qu'on concevait le Bochio et qui est-ce qui était à même de sculpter le Bochio. Suivez-moi pour découvrir davantage dans notre entretien. Monsieur David Kofi Aza. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Merci. On va s'asseoir, non? Monsieur Kofi Aza, merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Parmi les 26 éléments royaux retournés au Bénin, il y a des statues si vous voulez. Et justement, leur identité pose un petit souci. On les appelle les Bochio, d'autres pensent que c'est juste des statues, etc. Quelle est votre définition à vous, votre appellation à vous? Le statut, ça c'est le blanc qui dit. Mais chez nous, on parle de Bochio. Vous savez, avant qu'on ne parle de Bochio, c'est déjà, ça suit un processus. Le nom profane, c'est-à-dire le nom de la sculpture sans la consécration, c'est Atimeso. Atimeso, c'est-à-dire qu'une sculpture qui ressemble à un être. Ça, c'est Atimeso. Maintenant, quand le Atimeso est réalisé, ça suit un processus de consécration et de vitalisation. Et au bout de ce processus, il devient un réceptacle d'un esprit ou d'une énergie qui est apprivoisée là. Donc, ça peut être dédié à une entité, comme ça peut être dédié à un être humain qui est décédé, en quelque sorte. Donc, quand on parle de Bochio, c'est déjà le Atimeso qui est consacré, qu'on appelle Bochio. Donc, ce qui est là, ce qu'on nous a restitué, forcément, c'est un Bochio. Donc, c'est un Atimeso qui a été consacré. Mais il y a quelque chose qu'il faudra souligner, c'est que les réceptacles d'énergie perdent leur vitalité s'ils ne sont pas vitalisés au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que... le processus n'est pas renouvelé. Renouvelé. C'est-à-dire qu'en un mot dit, en griffe, le vaudou meurt par inanition. Donc, le Bochio qui n'est pas vitalisé pendant un long moment perd complètement de son énergie vitale, donc n'est plus actif. Mais ça ne veut pas dire que l'énergie n'est pas là. Mais l'énergie vibre à un taux désespérément bas. Donc, il suffit d'un élément vital pour réactiver l'énergie. L'élément vital, on le retrouve dans tout. Dans les boissons sucrées, par exemple, dans les boissons fortes, par exemple, dans le sang, par exemple, dans le lait, par exemple, on peut retrouver l'énergie vitale qui peut réveiller... Mais le plus souvent, les cultes endogènes utilisent le sang. Oui. Vous dites que les énergies, ça se retrouve un peu dans ces éléments-là. Pourquoi est-ce que fondamentalement le sang il est privilégié? Ça, c'est une parenthèse rapidement. Oui, ça c'est une parenthèse. Et on n'utilise pas que le sang, on utilise de l'eau qui contient de l'énergie vitale, de la boisson forte, de la boisson sucrée. Mais le sang contient l'énergie vitale à son taux le plus élevé. C'est pour ça qu'on privilégie beaucoup plus le sang. C'est comme une source d'énergie peut-être de 24 watts et une source d'énergie de 220 volts. Donc, il y a forcément une différence. Voilà, c'est tout. Sinon, il n'y a pas que le sang qui contient l'énergie vitale. Même les fruits que nous consommons contiennent de l'énergie vitale. Alors, on a remarqué au niveau de ces statuettes cette forme humaine qu'on leur affecte, ou cette forme mi-humaine, mi-animale. Est-ce qu'il y a un sens à cela? Il y a forcément un sens à cela. Si en voulant déifier un être humain, on lui donne une forme hybride, c'est pour manifester l'expression de puissance d'un animal par rapport à cet être humain-là. Quand on prend par exemple le cas du roi Béhanzin, on a vu le requin parce qu'il s'appelle Bolé.
Et donc, c'est que quand le requin se manifeste, l'océan est mouvementé. Donc, c'est juste pour manifester cette puissance-là qu'il avait développée, cette puissance issue de ce requin qu'il avait développé. C'est juste pour manifester ça, c'est tout. Mais on a diverses sortes diverses tailles. Oui. On en a de petite taille, on en a des statuettes de petite taille, on en a de grande taille. Oui. Ce que nous avions parfois court pratiquement au-dessus du mètre, de 100 cm. Oui. En fonction de quoi, justement, définit-on, je dois dire, la taille de son boutiot? Est-ce que c'est parce que c'est un roi, par exemple, le Béhanzin, que son boutiot est allé jusqu'à au-delà d'1 mètre, ou c'est en fonction de l'énergie, peut-être la taille de l'énergie qu'il habite? Vous savez, la masse définit forcément la taille de l'énergie qu'une entité abrite, forcément. On ne va pas vouloir faire, par exemple, les jumeaux et en faire de grande taille. Maintenant, on ne va pas vouloir représenter un souverain et en faire de petite taille. C'est comme une injure, en réalité, puisque le souverain incarne une énergie suprême, en quelque sorte. Donc, là, il n'y a pas que les statuettes du roi qui soient de grande taille, il y a même des représentations d'entités qu'on fait avec une très grande taille, mais généralement entre 0,70 et 1 mètre maximum pour réaliser ce genre de statuettes, compte tenu de l'énergie qu'incarne ou va incarner cette statuette-là. Qui se fait son boutiot? Tout le monde peut le faire ou bien c'est quand on détient un pouvoir de quelqu'un on ne peut pas faire son propre boutiot. Okay. Parce que le boutiot qui représente un individu est réalisé à la mort de l'individu. Ah d'accord. Voilà. Maintenant, on peut avoir des pouvoirs, des puissances qui sont représentées par des boutiots. Et là, on peut se le faire. Là, ce n'est pas soi-même, oui, mais c'est la force qu'on détient, oui. Ou la divinité qu'on veut apprivoiser, on peut réaliser le boutiot. Maintenant, le boutiot est forcément sculpté par quelqu'un d'autre, mais consacré généralement par quelqu'un d'autre. Okay. Parce que le processus n'est pas le même. Okay. Donc tout le monde peut faire, dès lors qu'il a envie d'apprivoiser, comme vous le dites, une force, oui. Il peut faire son boutiot. Il peut faire son boutiot, mais réaliser le boutiot n'est pas encore apprivoiser l'énergie, puisque le seul boutiot qui incarne en lui déjà la plénitude de l'énergie, de la puissance, c'est le boutiot qui est réalisé avec l'arbre d'Iroko, d'Iroko consacré. Une fois l'Iroko consacré, quand on réalise son boutiot, qu'on veuille ou non, ça vibre déjà. C'est pour ça qu'on dit le kokoukou vaudou, bédéton vaudou. En dehors de cet arbre-là, sculpté, les autres sont comme des objets dormants, tout simplement. Maintenant, une fois que c'est vitalisé, c'est consacré, là, ça peut commencer maintenant par vibrer. Quand on a fait avec l'Iroko, il faut encore le vitaliser. Il faut encore le vitaliser, mais déjà, l'Iroko en lui-même est déjà... C'est une source d'énergie, déjà en lui-même, sans autre forme de consécration. Maintenant, si on veut l'orienter maintenant, on peut l'orienter. Il y a plusieurs formes d'orientation en matière d'Iroko. Et qui peut sculpter comme ça le bois d'abord avant même que cela soit vitalisé. Est-ce que ceux qui le font, ceux qui taillent le bois, subissent une certaine initiation ou passent d'abord par peut-être un rite, etc. avant de le faire, ou bon, c'est juste une profession comme tant d'autres dans la société? C'est une profession comme tant d'autres, mais c'est une profession réglementée et une profession initiatique. Initiatique en ce sens que celui qui veut se lancer dans cette profession, il y a un rite qu'on lui fait subir. Ce n'est pas comme je vais apprendre la menuiserie, je viens, je peux commencer, quoi, comme au lycée par exemple. Quand tu dois sculpter des objets qui, par la suite, doivent être consacrés, il y a un rite qu'on doit te faire subir. Et c'est le maître chez qui tu dois apprendre qui te fait ce rituel-là. Le risque, c'est que si le rituel n'est pas fait, qu'on commence par sculpter, on peut faire une sculpture qui va être consacrée, mais qui va tirer l'énergie vitale de l'individu qui l'a sculpté. Et là, c'est la mort. C'est vous qui vous affaiblissez. Vous affaiblissez, même là, ça peut être létal pour l'individu. Ah oui? Ben oui, ça peut être létal pour l'individu. Donc, le rite est que, quoi qu'en soit la statuette ou la forme, puisqu'il n'y a pas que les statuettes, il y a d'autres formes, par exemple des réceptacles qu'on conçoit, qu'on sculpte, tels que le akpako. Akpako qui est la forme la plus, on va pas revenir sur ça, la plus dangereuse. On peut sculpter. Le rituel dit que tu peux sculpter tout ce que tu veux, mais ce sera sans conséquence, au fait. Quoi qu'en soit la consécration qu'on en fait après,
Ce sera sans conséquence pour toi, pour toi-même, pour ta femme, pour tes enfants. C'est très important. On le fait et on le fait au nom de sa famille, au nom de sa femme, de ses femmes, au nom de ses enfants, pour que le revers ne revienne pas. Si aussi ce n'est pas fait que vous savez le faire, que vous vous lancez dedans sans ce rite, c'est qu'il y a un danger qui se pointe à l'horizon, puisque la statue que vous avez sculptée peut entre-temps venir vers vous et tirer votre énergie vitale. Est-ce que toutes les divinités qu'on connaît dans le culte endogène peuvent être incarnées dans un botio? Non. Pas les Roussousains. Les Roussousains, c'est quoi? Les Roussousains, en fait, c'est les divinités qui nécessitent, dont la représentation nécessite forcément une jarre. Forcément une jarre. Je prends par exemple le cas de la décade divine, c'est-à-dire de Bokolegba. Bokolegba, on ne peut pas le sculpter pour que ça représente, à moins que ça soit juste folklorique, que ça soit juste artistique. Sinon, il n'y a que le phallus qui est sculpté en bois. Sinon, le reste, c'est du ciment. Non, ce n'est pas du ciment, c'est en argile. Ce n'est pas du ciment, c'est en argile. Parce qu'on utilise l'argile à cause de sa propriété de condensateur. Ça permet de condenser l'énergie vitale, l'argile, de préserver l'énergie vitale. C'est pour ça qu'on utilise l'argile. Quand les gens ne le savent pas, il faudrait qu'ils demandent qu'on leur explique. Jusqu'à aujourd'hui, on a toujours utilisé l'argile. Même l'argent, là, ça fait en argile. Oui, mais on demande de ces les bas qui sont, enfin, à peau de ciment, par exemple. Non, aujourd'hui, les gens mettent du ciment pour préserver l'érosion, en quelque sorte. Et aussi préserver, puisque le phallus qui est sculpté en bois a des vertus thérapeutiques, des vertus aphrodisiaques. Donc, pour préserver ça, sinon les gens, en passant, l'arrachent et puis bon, on continue leur chemin et l'utilisent à des fins thérapeutiques. Et quand on prend par exemple le cas de Lissa, c'est la même chose, c'est toujours dans une jarre. Quand on prend Milona, c'est dans une jarre. Quand on prend par exemple Sakwata, c'est forcément une jarre, la jarre trouée. Quand par exemple le Torosu, le Dan, le Roho, tout ça. L'exception au niveau de cette divinité-là, c'est quand le jumeau décède. Mais ce n'est pas le réceptacle qui est fait en bois. Parce qu'il y a deux formes de jumeaux. Il y a le réceptacle, il y a la statuette. Okay. La statuette représente l'individu qui est parti, pour qu'il continue toujours pas à vivre. Oui. Le réceptacle, c'est là où l'énergie est condensée, concentrée. Ça reste où? Le réceptacle, oui. Ça peut être à la maison, c'est comme ce qui est là, ça c'est le réceptacle. Mais à côté, vous avez une statuette. Okay. Et cette statuette-là représente un jumeau qui est parti, qu'on a ramené. Or, le réceptacle, c'est là où toute l'énergie est concentrée et qu'on entre en adoration, en vitalisation avec. Voilà. Donc, n'importe qui ne peut pas le faire s'il ne subit pas le rite initiatique nécessaire. Sinon, ça a des conséquences. On sait que nos sociétés sont castées, qu'on a les forgerons à part, on a les commerçants, etc. Est-ce que dans la tradition abomé ou dahomé, est-ce qu'il y a une caste consacrée justement à ce travail-là? Mais effectivement, évidemment, il n'y a pas que ce seul, il ne faut pas perdre ça de vue, il n'y a pas que Dahomey qui a les sculpteurs. Il y en a jusqu'au nord. Oui, et il y en a sur tout le continent et également sur toute la planète. Donc, mais chaque peuplade avait développé des rites propres et des concepts bien définis par rapport à ce métier. Ce n'est pas la même chose partout et le rite d'entrée et également de libération n'est pas le même partout également. Et Abomey, c'est beaucoup plus, parce qu'au départ, ces métiers étaient consacrés uniquement au service du roi. Donc ce n'est qu'après la chute de la dynastie royale en 1900 que ce métier s'est un peu popularisé. Voilà. Et pour demander, est-ce que fondamentalement, l'initiation de celui qui doit sculpter le botio est faite forcément par son maître, un initié, ou c'est pas moi, quelqu'un, Bokono? Non, le Bokono, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un consacré à cela dans Il y a la société? quelqu'un consacré à cela, c'est forcément le maître sculpteur. Il n'y a que lui. Que lui qui fait ça. Oui, même si vous connaissez les rites, si vous êtes Bokono, vous ne pouvez pas le faire. Si vous êtes Bokono, vous ne pouvez pas le faire. C'est celui qui est maître de son art et qui veut l'enseigner, c'est-à-dire le transmettre à quelqu'un d'autre qui lui fait le rituel d'entrée en apprentissage. C'est comme une initiation, c'est comme un droit à la révélation. Et ça fait combien de temps à peu près? Non, mais c'est un rituel juste de quelques minutes ou de quelques heures. L'apprentissage. L'apprentissage, ça dépend.
Ça dépend, il y en a qui font jusqu'à 3 ans, il y en a qui font jusqu'à 7 ans, il y en a qui font même jusqu'à 10 ans. Donc ça dépend, et ça dépend aussi de la fertilité cérébrale de l'individu qui apprend. S'il assimile vite, il va vite terminer. Parce que le problème, c'est de donner une vue globale, c'est de donner une notion globale. Et le reste, c'est le développement qui s'ensuit, c'est généralement sous l'intuition de l'individu qui a appris son art, il ajoute tout ce qu'il veut, il modernise ou il modélise comme il le veut, au fait. Quelles sont les forces qu'on peut apprivoiser, enfin, dans un boutillon en bois? On peut apprivoiser les êtres, mais forcément les défunts. Tout défunt peut être apprivoisé dans un boutillon, tout défunt. En parenthèse, pourquoi nos assains sont alors en fer? Les assains sont en fer à cause je dirais, de la durée. C'est pour pouvoir perdurer dans le temps, puisqu'ils sont vitalisés. Pour faire les rituels de vitalisation, au niveau de nos assains, il y a de l'eau commune dessus, il y a de la boisson commune dessus, de l'huile, des haricots, des aliments qui sont préparés. Quand on fait ça sur le boutillon, ça va comme ça se désintégrer. Or, avec le fer, ça dure beaucoup plus. Ça n'a rien à voir avec le dieu-goût Non, ça n'a rien à voir avec le dieu-goût. Le dieu-goût, c'est tout un autre concept, qui est complètement différent d'assain. Maintenant, toute entité qui ne relève pas des ressources peut être apprivoisée dans un boutillon. Les animaux peuvent aussi être apprivoisés dans un boutillon. Oui. Mais oui, les éléments de la nature, tels que la forêt, par exemple, comme on représente la forêt sous le nom de Agay, avec un pied qui est en fait Bétor, c'est-à-dire le roi de la forêt. Bon. On peut représenter aussi les dignitaires. Et généralement, dans les couvents où les initiations vaudou sont pratiquées, et on représente les dignitaires qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire que Ya et Baba. C'est-à-dire que le mâle et la femelle. Mais à ce niveau ici, le mâle et la femelle ne représentent pas seulement que l'individu, le dignitaire défunt, mais ça représente également le concept, le principe de la dualité de la vie. Quand vous rentrez dans un couvent pour subir un rite initiatique, on fait le ya, on fait le baba. Pour, en quelque sorte, montrer à l'individu le principe de la dualité de la vie, c'est-à-dire le mâle et la femelle. Mais le mâle dont on parle ici, ce n'est pas ce qui est mauvais. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Quand on parle du mâle et femelle, ce n'est pas ce qui est mauvais, mais c'est le principe, au fait. C'est du principe qu'on parle, tout simplement. Alors, tout à l'heure, on va parler de cet aspect spécifique, pardon, des jumeaux, parce que c'est des êtres à part. On a tourné un élément témoin pour découvrir un peu comment est-ce que ça se fait leur statut. On va en parler tout à l'heure, mais la question que je veux me poser d'abord, c'est quel intérêt moi j'ai par exemple à avoir un boutillon à la maison, incarné, vitalisé, etc. D'abord, il faut souligner que la représentation du boutillon, c'est une représentation idiomatique. C'est-à-dire que c'est propre à notre société. C'est propre à notre tradition. Quand vous allez au Cameroun, ils ne font pas ça. Quand vous allez peut-être en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. Mais ici, nous avons idiomatisé cette gestation, puisque soit l'enfant part avant ou alors après, et cet enfant-là qui est parti, on suppose que, faisant partie de la décade divine, donc faisant partie de la manifestation directe de l'être suprême, on est tenu de conserver l'énergie. Et pour conserver l'énergie, on ramène l'esprit de l'individu. Au fait, c'est le processus de canonisation qu'on fait subir aux jumeaux. C'est-à-dire que le boutillon est sculpté, ce n'est qu'un simple objet d'ornement, mais quand on ramène ça, on le purifie. Donc, le débarrasser de tout ce qui est possédé profane. Puis après, maintenant, on procède à la vitalisation. Et à la consécration, puis après maintenant à la charge. Et on invite l'esprit de l'individu qui est le désincarné de venir habiter pour animer cette statuette-là. Et là, ça devient une divinité. Donc, c'est un processus de canonisation qui est fait pour que l'individu désincarné continue toujours par rester parmi nous afin d'accomplir son œuvre qu'il devrait faire. David Kofi Hazard, comme je l'annonçais, on a fait un élément témoin sur un sculpteur qui a essayé devant nous de sculpter
une statuette de jumeaux. On va le découvrir dans son métier et on revient sur ce plateau tout à l'heure. Mesdames et messieurs, voici les témoins. Nous sommes au centre de promotion artisanale à Cotonou. Maurice y est artisan sculpteur, mais d'une spécialité singulière. Il taille les statuettes, notamment celles qui doivent représenter les jumeaux. C'est un travail qui nécessite habileté et doigté. Donc, on tout bon métier, on lève au plan. Donc, il y a un bleu, d'ailleurs, un plan de. Et gauche, il y a un vidéo de fond, on y est gauche, mais c'est on y voit les mi. Bobo, ça date, il y a un plan, so. Mi temps est là. Donc, et vers Médéa. Et mon début point non pas. Mi béa, mais ta caméra est carrée. Et écoute, on a connu nos wato. Bon, mais les gens qui ont temps et n'a pas nous bon Les formes et les tailles des représentations sont variées, ce qui impose à Maurice de ne travailler que sur commande. Ici, la notion même du client roi revêt toute son importance. Et là, le fils tombé de rien, pour autant dans l'amblou, de aucun machin locoso et ne mais j'ai ton wa un don nous. Menamblo, enado sunwe menamblo, ntewe, do cadeo, enya tindo po no le bleu ya, et de là no le do atin de me na jorio. Les statuettes de représentation des jumeaux décédés sont très délicates à tailler. Elles ne nécessitent certes pas une initiation outre mesure du sculpteur, mais apparaît comme un élément délicat dont le procédé de coupe obéit à des principes rituels précis. Mais ce n'est pas seulement les jumeaux qu'on peut matérialiser dans du bois. Mais la monde au chef de tout bon mi be hen. O nu kan no wa l'homme. Kan we ha l'homme o kweli sinwe. Be so bo na bia ho to be na so ho to boto ta. E so funu amelo yi me. E do ni fun kondo ta ton. E do lebi do na be na to lebi na mena bulo. E kana bulo ni we di be no bulo to na mo kwe. E de ba enana aussi mettre bas de pomme. Aider. Bon, même on vient de sous là. Aider. Benana au 1 cm quoi ton. Et là dit. Bon, et non bloqué caille. Et mettre pour attarder. Et ne là puis no wana et do pot doué et do lebi doué au pe no ado kan to mon pan lebi uni. La principale difficulté à laquelle est confronté l'artisan dans son quotidien, c'est l'accès au matériel principal, le bois. Les campagnes de protection de l'environnement le mettent sérieusement en difficulté, même s'il nie complètement de contribuer à la déforestation. À cette peine s'ajoute la mévente et le coronavirus et ses conséquences. Au centre de promotion artisanale, lieu par excellence de visite des touristes, les allées sont de plus en plus vides de visiteurs, limités dans leurs déplacements. Voilà, retour sur ce plateau. Nous sommes toujours avec David Kofi Aza. Vous avez suivi cet élément qui nous plonge un peu dans l'activité de sculpteur. Ce qui est intéressant, c'est surtout, je dois dire, la précaution, toute la mesure qui l'entoure du sujet lié aux jumeaux. J'ai l'impression que c'est des êtres complètement à part et qu'il faut surtout s'en méfier à la limite de la crainte. Pourquoi est-ce que ça suscite autant de précautions quand on évoque les jumeaux? La précaution que cela suscite, ce n'est pas c'est pas forcément lié à la crainte, c'est au respect de la divinité. Parce que, vous savez, toute divinité est directement rattachée à l'être suprême que nous ne voyons pas. Donc, nous respectons cette ramification de l'être suprême à travers la divinité. Donc, le respect qu'on devrait vouer à l'être suprême, on le voue déjà à ces ramifications qui sont les divinités. Donc, ce n'est pas un respect, ce n'est pas par crainte. Sinon, si ce n'était pas par crainte, personne n'oserait s'en approcher. On dit souvent que les jumeaux ils sont des êtres en griffes capricieux.
Parfois, ils font faire des choses. Non, pas forcément. C'est là un moment obligé parfois de faire la mendicité au marché, publiquement, etc. Oui, mais c'est pas des caprices. C'est pas des caprices, c'est symbolique. C'est symbolique en ce sens que les jumeaux sont liés aux primates. C'est ça la réalité. Les jumeaux sont liés aux primates. Et à un moment donné, les primates descendaient périodiquement dans les marchés. Et on leur donnait de la banane, on leur donnait des fruits. Ils descendaient de la brousse pour venir quémander périodiquement. Donc, en fait, c'est symbolique, ce rituel-là qu'on fait. Parce que quand on fait la consécration de la charge, et maintenant l'esprit vient habiter la sculpture, on amène cette divinité-là, donc cette statuette-là, au marché pour quémander. Et tout ce qu'on a reçu là-bas, on ramène ça, on divise en 3. Il y a une partie qui est laissée au réceptacle. La deuxième partie, c'est pour les humains. La troisième partie, on amène ça dans la brousse pour les primates. Même s'ils ne sont pas dans la brousse, là, on va déposer leur esprit. Vient tirer l'élément vital. Parce que pour que ceux-là se manifestent et qu'ils accomplissent l'intégralité de leur mission, ils ont besoin de l'énergie des primates. Ce qui fait que les jumeaux, on leur interdit la consommation de la viande de primates, ainsi que leur maman et leur papa. Parce que ce faisant, c'est qu'ils mangent la chair de leur propre enfant. C'est ça la réalité. Maintenant, les primates, est-ce qu'ils sont faciles à dompter? C'est des capricieux. Donc, il faudra comprendre, c'est juste la manifestation idiomatique de l'énergie, c'est tout. Alors, comment ça se fait pour représenter, par exemple, les jumeaux quand on les a perdus ou quand on veut s'en souvenir? Est-ce que c'est une révélation qui se fait? Quel est le processus en réalité? Pour la représentation des jumeaux, c'est systématique. C'est systématique parce que quand on les perd, d'abord, il faut passer par la consultation pour savoir sur la base de quel thème on va rappeler cette divinité, ces jumeaux pour que tout se passe bien. Et lors de la consultation, on demande dans quel arbre il faut les sculpter. Ça peut être l'étine, ça peut être l'iroko, ça peut être le koso, ça peut être caca. C'est eux-mêmes qui choisissent. C'est eux-mêmes qui choisissent l'arbre spécifique. Donc, à partir de cette information-là, vous remontez maintenant au sculpteur, qui est un travailleur plus ou moins profane. Et on lui dit, nous voulons un mâle, une femelle, ou bon, nous voulons 2 femelles ou 2 mâles, dans tel arbre de façon spécifique. Et en fonction de ça, lui vous dit le prix, lui va faire. Et quand lui finit de faire, lui, il procède à une purification. Il s'en lave les mains. Il s'en lave les mains en griffe. Pour que l'esprit là, qu'il est en train de libérer, ne vienne pas, nous allons le hanter, mais ne vienne pas chercher lui-même son énergie vitale. Donc, il va chercher les feuilles, il va purifier, et puis il va se purifier lui-même, et il vous libère. Et quand il vous libère, vous ramenez ça chez le dignitaire qui doit faire le travail. Le dignitaire procède déjà à la consécration et à la charge. Donc, il y a des feuilles qu'on cherche, et on met ces statuettes dans ces feuilles-là, on les vitalise, et on les recouvre, et puis on leur demande combien de temps ils vont rester en consécration. Ça peut être 7 jours, ça peut être 7 jours fois 2, ça peut être 9 jours, ça peut être 7 jours plus 9 jours, donc ça fait 16 jours, ça peut être 21, ça peut être 41. C'est en fonction du sexe ou c'est en fonction Mais parfois, ils définissent ça en fonction du sexe. Quand c'est mâle et femelle, ils acceptent généralement 16 jours. Mais ils peuvent demander plus. Donc c'est le jour où ils ont demandé, quand le jour arrive, on les sort maintenant de ces feuilles-là, on les lave, on sait ça, on dit, on les renouiller. C'est des feuilles liturgiques, des jumeaux qu'on rassemble, et c'est avec ces feuilles-là qu'on va les laver. Et après, maintenant, on leur met un tissu blanc, on les envoie au marché quémander. Et après, maintenant, on y revient à la maison et on procède maintenant à la vitalisation auprès d'un réceptacle, forcément. Donc, on invoque l'esprit des jumeaux auprès de ce réceptacle-là pour maintenant conduire celui qu'on veut pour habiter la sculpture, donc la statuette qui est ainsi vitalisée et tout. Ce n'est que suite à cela maintenant qu'ils sont autorisés à s'habiller et à s'asseoir maintenant et manger. On va aborder la dernière ligne droite de cette émission. On va parler surtout de celui qui doit et comment il choisit d'établir son bouture. Est-ce que, parce que peut-être un ami là chez lui, moi-même je peux choisir d'avoir un bouture chez moi. Comment se fait le choix de l'essence ou de l'esprit que je veux apprivoiser et en retour, justement, qu'est-ce que moi je gagne? Pour faire son bouture, pas parce qu'on a vu chez quelqu'un qu'il faut le faire. Parce qu'on dit souvent abonné dans sa béton. Le bouture représente chaque chose. Il y en a, par exemple, qui assure la protection. Si celui chez qui je vais détient une connaissance de bouture qui peut assurer ma protection et que ça m'intéresse, je peux le réaliser. Il y en a qui sont là, qui constituent en griffe un esclave. C'est-à-dire qu'on l'envoie faire tout ce qu'on veut.
pour aller gérer peut-être des situations dehors, aller faire ci, aller faire ça. Il y en a qui sont là de façon spécifique pour des travaux de guérison à distance. Il y en a qui sont également faits de petites statuettes qui sont faites pour assurer l'harmonie en soi et autour de soi. Il y en a également qui sont faites pour assurer l'union ou l'harmonie conjugale. Et là, c'est fait en double. Que soit vous gardez ou vous plongez dans un endroit frais ou alors dans un endroit sucré pour rester en harmonie avec cette femme-là ou avec cet homme-là. Il y en a qui sont des adjuvants pour la puissance du verbe. C'est-à-dire que quand vous l'avez sur vous, tout ce que vous dites est pris en compte dans le visible et dans l'invisible. C'est lui qui se charge de le faire, en quelque sorte. Il y en a qui vous permettent d'échapper à des événements qui peuvent être tragiques. Donc, il y en a de diverses formes. Donc, maintenant, c'est à vous de voir, compte tenu de vos besoins, ce que vous pouvez faire, quoi. Et quand ça me plaît, je vais voir le sculpteur ou je vais... Non, je vais voir d'abord le Bokono. Il faut voir d'abord, pas façon le Bokono, où on peut développer sa connaissance sans être Bokono. On peut développer sa connaissance sans être Vodouno. Donc, celui qui détient la connaissance, vous allez le voir, vous dit, je vais vous faire telle chose, mais il faut peut-être un bouture de tel bois. Il faut un bouture de tel bois. C'est comme, je vous donne un exemple, il y a une plante là qui traverse la voie et on utilise la racine qui a traversé la voie pour sculpter un petit bouture. Et quand vous l'avez en vous, une fois que c'est fait, que les rituels de consécration et les charges sont faits, quoi qu'en soit là où vous allez, même si c'est à l'intérieur de la 4e guerre mondiale, vous revenez à la maison forcément. C'est-à-dire qu'aucun événement tragique ne va vous clouer au dehors. Vous sortez, vous revenez. Donc, c'est de façon spécifique. Maintenant, c'est à vous de voir vos besoins. Les boutures sont, je ne vais pas dire recyclées, leur énergie sont revitalisées périodiquement ou quand une fois c'est consacré. Une fois que c'est consacré, que ça devient une énergie apprivoisée, il a besoin d'être vitalisé, forcément. Et quand le propriétaire décède, qui prend le relais? Si le propriétaire décède et qu'il ne transmet pas les connaissances nécessaires à un enfant ou à un successeur, on s'en débarrasse tout purement simplement. Parce que si vous ne maîtrisez pas tous les contours, ça peut être négatif pour vous. Quand on abandonne une force comme ça qu'on a longtemps apprivoisée, il faut avoir la crainte qu'il se retourne contre la maison. Non, pas forcément. Il suffit de la plonger dans l'eau douce et puis c'est terminé. Ah oui? Oui. Vous la plongez dans l'eau douce, c'est terminé. Tossisa, c'est terminé. Il n'irradie plus d'énergie, il est limité. Même un simple rameau, vous prenez un rameau de palmier à huile et vous l'entourez avec, c'est fini. Ça limite ces actions, sa capacité de nuisance ou de quoi que ce soit, ça le réduit complètement. Et qui va s'occuper maintenant du bouture de Béhanzin qui est rentré? Et ça dépend de l'usage que les autorités comptent en faire. S'ils veulent maintenir ça comme juste un objet d'ornement, un objet artistique ou touristique qu'on va venir visiter, c'est bon. Maintenant, si on veut réactiver l'énergie du roi Béhanzin ou du roi Guézo ou du roi Glé dans ces différentes boutures-là, c'est l'autorité qui en décide. David Kofi Aza, merci beaucoup. Merci. D'avoir été sur notre plateau et de nous avoir reçus chez vous. Merci pour l'hospitalité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de carte de visite qui est allée à Godomain discuter du bouture. Il y en a parmi ces 26 éléments retournés au Bénin tout dernièrement. On en a parlé de long en large. Comment est-ce qu'on le conçoit? À quoi est-ce que ça sert? Et fondamentalement, quels sont les acteurs qui entrent en ligne de compte quand il faut justement le concevoir? Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir. Vous passez un excellent week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. On va se voir samedi prochain à partir de 21h. Portez-vous bien.